Bonjour et bienvenue à Info.tvc, l'édition L'Hebdo. Je me présente Nathalie Roussel. Ce sera moi votre animatrice pour les prochaines semaines parce que Émilie Boulay-Chouinard est très occupée avec son rôle de directrice, on le comprend. Et puis, quand on trouvera enfin un ou une journaliste qui pourra rester avec nous longtemps, eh bien, je recommencerai à faire mes petits montages de tisser serré. On va commencer tout de suite avec la situation au Québec pour les cas confirmés de la COVID-19. 356 216 cas confirmés. Pour les personnes rétablies, ça c'est quand même encourageant, 336 505. Le total des hospitalisations, 574. Ça, c'est un moins 6. Et malheureusement, 10 974 décès. Ça, c'est un plus 3 et nos sympathies, évidemment, aux familles. Dans la Matapédia, 71 cas. Pour le 2 mai, au Bas-Saint-Laurent, il y avait plus 32. Le 3 mai, plus 49. Le 4 mai, 23. 5 mai, 66. Le 6 mai, 45 cas de plus. Donc, vous voyez que ça fluctue beaucoup. On ne peut pas dire que c'est une pente ascendante, descendante. Donc, on va espérer que ça continue de descendre. Le ministre de la Santé a fait un point de presse concernant la vaccination des jeunes à partir de 12 ans et le fameux code QR, qui est la preuve de vaccination. Ça, on pourrait avoir besoin de montrer ça, peut-être éventuellement pour aller en avion, pour faire part de rassemblements quelconques. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir là, plus de détails à ces sujets-là. Donc, vous êtes invités à écouter l'extrait qui suit avec M. Christian Dubé. Lundi prochain, c'est comme on l'appelle la Semaine des jeunes. La Semaine des jeunes, donc on va ouvrir aux jeunes adultes de 18 à 34 ans pour le dernier gros blitz de la semaine. On est conscient que les plus jeunes attendent depuis très, très longtemps pour se faire vacciner. Mais je suis confiant qu'ils vont nous surprendre positivement avec de très, très bons taux de vaccination, puis on pourra vous en informer dans les prochains jours. Maintenant, quelques mots sur la situation sanitaire. À part certaines régions où on doit continuer de nous battre là, pour réduire la transmission, je rappellerai qu'on est vraiment dans la bonne direction. Le nombre de cas sur une moyenne mobile de séjour, qui est un de nos grands indicateurs, est en baisse et maintenant régulièrement sous la barre des 1000 cas par jour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les hospitalisations sont en baisse et le taux de positivité est en baisse aussi. Là encore, je veux remercier les Québécois pour leurs efforts. Puis je dirais que c'est grâce à notre solidarité et le respect des consignes sanitaires qu'on est dans cette situation-là. On continue comme ça, puis je pense qu'on va avoir un très bel été. Maintenant, quelques mots sur la vaccination des 12 à 17 ans. Santé Canada a approuvé le vaccin de Pfizer pour les 12 à 15 ans. Notre santé publique, qui a été très diligent là-dessus, je l'apprécie, tout le travail qui a été fait par le Dr Arruda et son équipe, nous ont dit qu'on peut aller de l'avant avec la vaccination de 12 à 17 ans. C'est une très bonne nouvelle. Le SIC, comme vous le savez, va nous donner un avis qui va rentrer la semaine prochaine, confirmant l'utilisation pour cette clientèle-là. Mais les équipes de Daniel Paré sont déjà en préparation pour vacciner les 12 à 17 ans et donner une première dose avant la fin juin. Et on vise à donner la deuxième dose pour cette clientèle-là, pour nos jeunes, pour la prochaine rentrée scolaire. Et je reviendrai avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, au cours de la prochaine semaine pour vous donner les détails de ce programme-là, une fois qu'on aura reçu l'avis du SIC. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de la preuve vaccinale aujourd'hui. Avant que vous posiez la question, je suis certain que quelques-uns d'entre vous auraient eu une question sur le sujet. Sait-on jamais. Alors, comme promis, je vous fais un suivi sur la preuve vaccinale électronique. Ce sera effectivement un code QR qui sera fourni par courriel aux Québécois.
Donc, à partir de jeudi prochain, le 13 mai, les gens qui ont déjà reçu une dose ou qui iront se faire vacciner vont recevoir graduellement un courriel demandant s'ils veulent recevoir la preuve électronique, le fameux code QR. L'important, c'est que maintenant, on a l'outil et dès qu'on sera prêt à le déployer, on l'aura sous la main. Une preuve papier, cependant, continuera tout de même d'être donnée sur les sites après la vaccination. Je sais que vous allez me poser des questions sur le passeport vaccinal, mais je vous réponds à l'avance que nous avons demandé à la santé publique de faire les travaux intensifs là-dessus. Nous allons donc vous revenir prochainement lorsqu'on pourra discuter de l'utilisation de cette preuve vaccinale. En terminant, je veux rappeler notre objectif est de vacciner le plus de Québécois possible, le plus rapidement possible. Depuis la semaine dernière, la prise de rendez-vous a été ouverte à la population générale. Et depuis une semaine, 1,2 million de rendez-vous ont été pris et plus de 400 000 doses ont été administrées. Aussi, puisque les doses sont rentrées aujourd'hui, on va pouvoir augmenter la cadence de la vaccination dans les prochains jours. Je m'avance déjà sur le fait qu'on va avoir une bonne journée de vaccination aujourd'hui, peut-être même un record. Alors, on vaccine en fonction des doses qu'on reçoit. Plus les Québécois seront vaccinés, plus notre couverture vaccinale sera élevée. Et je le rappelle, on veut tous avoir un bel été. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup de détails intéressants. Il y a la prise de rendez-vous. Si vous voulez prendre votre rendez-vous, à partir du 7 mai, c'est 35 ans et plus. Et tous ceux qui ont 35 ans et plus, aujourd'hui, peuvent prendre leur rendez-vous. À partir du 10 mai, c'est 30 ans et plus, 12 mai, 25 ans et plus, 14 mai, 18 ans et plus. Et si vous n'avez toujours pas pris votre rendez-vous, là, puis vous êtes plus âgé que ça, bien, il est encore temps, là, gênez-vous pas, vous pouvez appeler. Le numéro pour la prise de rendez-vous, c'est, vous pouvez aller sur québec.ca pour le faire en ligne, ou encore, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Il y a, pour les groupes qui sont aussi concernés, il y a les personnes de 45 ans et plus pour le vaccin AstraZeneca, partout au Québec, sauf en Abitibi-Témiscamingue. On ne sait pas pourquoi. Les travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux ciblés par la phase 2 de vaccination. Les personnes qui ont une maladie chronique, un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19. Les travailleurs en milieu à risque important d'éclosion. Les personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ça, c'est partout au Québec aussi. Et les femmes enceintes. Toutes les femmes enceintes peuvent recevoir le vaccin présentement. Hier, ça a été une journée record là, pour les doses administrées. 102 700 doses qui ont été administrées et 272 000 rendez-vous qui ont été pris. Donc, ça va très vite. Il y a une bonne nouvelle pour les parents. Autorisation des camps de jour pour 2021. Le ministère de l'Éducation du Québec a informé l'Association des camps du Québec que les camps de jour seront autorisés à l'été 2021, dans le respect des mesures prescrites par l'Association des camps du Québec et la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail pour l'été 2020. Donc, si tout se passe bien, comme en 2020, il n'y aura pas de problème, mais il y a quand même une possibilité que ça soit tout arrêté si jamais il y a des changements là, dans la situation épidémiologique au Québec. Et si vous voulez vérifier quel camp de jour qu'il y a dans la Matapédia, allez sur le site lamatapédia.ca. Il y a tous les camps de jour. En tout cas, s'il en manque, là, il n'en manque pas beaucoup parce qu'il y en a dans tous les secteurs de la Matapédia. Le ministre Jean-François Roberge et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, ont dévoilé le plan de relance pour la réussite éducative. Ça dure de 9 minutes, mais je vous conseille de
tout écouter parce que vraiment, là, il y a des détails là-dedans qui sont très intéressants pour les parents et même tout le monde qui a des relations avec des enfants. Là, vous allez voir, il y a beaucoup de détails là-dedans. Je vous ai parlé de mesures de réussite éducative, de mesures en santé mentale. Il faut une organisation scolaire qui facilite tout ça. Il faut que la façon dont le gouvernement donne des balises, des encadrements, eh bien, ce soit en phase avec une période qui est encore, je vous dirais, une période de transition. Donc, il y a eu beaucoup de propositions lors des rendez-vous sur la réussite à cet effet-là, sur les bulletins, les évaluations. Et je vais vous dire les modifications au régime pédagogique qu'on a l'intention de faire. Donc, on a l'intention de reconduire pour l'an prochain l'organisation qu'on a eue cette année avec 2 étapes, donc 2 bulletins. Parce que comme nous l'ont dit souvent des enseignants, des directions d'école et même des spécialistes, il ne faut pas apprendre pour être évalué. Il faut une évaluation en soutien et au service des apprentissages. Et il faut donner plus de temps aux enseignants pour enseigner en leur imposant moins, je vous dirais, de semaines d'examen. Donc, je pense que ça, c'est très important. Ceci dit, les parents nous ont dit, très bien, mais on va être dans le coup. On va être impliqué. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y aura 2 bulletins, mais que dans chacune des étapes, il y aura une communication demi-étape, donc 4 communications par an, 2 qui seront chiffrées plus formelles, 2 qui seront d'une manière à élaborer pour avoir la meilleure communication possible pour que les parents puissent faire les suivis. Maintenant, vous savez, en juin 2020, l'an dernier, il n'y a pas eu d'examen ministériel. En juin de cette année, non plus, il n'y en aura pas. Donc, ça nous fait 2 années sans examen ministériel. Je pense que c'est nécessaire de les ramener, mais de les ramener d'une manière différente parce que l'an prochain, ce ne sera pas une année normale encore. Et c'était vraiment quelque chose qui est ressorti d'ailleurs lorsque Isabelle et moi, on a fait les rencontres avec les adolescents. Ils nous disaient, écoutez, on aimerait ça avoir des repères. On aimerait ça savoir dans quelle mesure là, on a acquis tout ce qu'on a à acquérir. Donc, c'est un peu en écho à cette demande-là qu'il y aura les examens ministériels aux années où il devrait en avoir, 4e année, 6e année, secondaire 2, mais elles compteront pour 10 % au lieu de 20 %. Donc, on diminue le stress. Secondaire 4, secondaire 5, normalement, il y a des examens du ministère qu'on appelle des examens à sanction. Elles seront de retour, mais elles compteront pas pour 50 % comme d'habitude, mais bien pour 20 %. Donc, on revient graduellement vers la normale, mais on n'y est pas encore, d'autant plus qu'on reconduit pour l'an prochain ce qu'on appelle les savoirs essentiels, qui est, je pense, un guide apprécié de la part des enseignants. Et je vous dis tout de suite que les examens ministériels, bien sûr, tiendront compte de ça. Donc, ce ne sera pas les examens ministériels classiques. On est dans l'adaptation. Ce sont des moyens exceptionnels parce qu'on vient de traverser une année exceptionnelle et que l'an prochain, ce ne sera pas une année normale non plus. Je pense qu'il faut être bien à l'écoute et c'est ce que nous disent les gens sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est le plan de la relance éducative qui fait suite à la consultation très importante. Mais je veux dire que c'est en 3 temps, le plan. Il y a la prévisibilité donnée aujourd'hui pour l'été et l'année à venir. Je veux vous dire que d'ici la fin de l'année scolaire, il y aura une 2e présentation où on présentera le plan de la rentrée avec les mesures sanitaires. Donc, il y a des discussions en ce moment avec la santé publique pour voir quelles seront les contraintes sanitaires pour l'an prochain. Et bien sûr, on les rendra publiques aussitôt qu'on le pourra. D'ici la fin de l'année, le réseau a besoin de ces balises-là pour planifier, évidemment, l'organisation scolaire. Et on sait que la situation pandémique change. Donc, on vous dit tout de suite qu'au début du mois d'août, il y aura un ajustement, une mise à jour du plan en fonction de la situation épidémiologique. Donc, en 3 temps, on sait où on s'en va et on sait quand est-ce qu'on fera les mises à jour. Je pense que ça fait partie du besoin de prévisibilité qui avait été clairement exprimé lors de la consultation. Donc, aujourd'hui, on arrive avec un plan qui est clair, bien financé, 110 millions quand même, c'est considérable, avec de l'aide, avec du support, avec un retour graduel à la normale qui nous permet d'avoir de l'espoir parce que je pense que autant les parents, les élèves que le personnel sentent qu'ils ont été écoutés et qu'ils seront aidés. Sur ce, je vais céder la parole à ma collègue Isabelle Charret.
Merci Jean-François. Alors, mes salutations aussi à Madame Maillé-Périard et évidemment à tous les partenaires qui sont ici avec nous, soit de visu ou virtuellement. Alors, merci d'être là, merci d'avoir contribué à ces travaux. Évidemment, comme ministre déléguée à l'Éducation, je suis d'avis que l'école doit être des milieux de vie dynamique, attrayant pour faire en sorte que nos jeunes aient envie d'apprendre. C'est pourquoi je me suis penchée davantage sur l'enjeu de la santé mentale et du bien-être des élèves dans nos milieux scolaires. Ce sont évidemment des éléments qui sont au cœur de mon engagement politique. D'ailleurs, la raison pour laquelle je me suis impliquée en politique. Et je pense que notre plan de relance promet de favoriser justement les élèves, le personnel pour favoriser leur bien-être, effectivement. Afin de maintenir la motivation de tout le monde, nous voulons augmenter les occasions de sortir, de bouger et de profiter du plein air dans le cadre de l'école. Plusieurs nouvelles mesures seront mises en œuvre et d'autres bonifiées pour arriver justement à ces fins. Entre autres, 19 millions de dollars seront investis pour des mesures qui favorisent le bien-être et la santé mentale des élèves et du personnel. 2 millions seront investis pour bonifier la mesure à l'école On bouge pour qu'un maximum d'élèves du primaire puissent atteindre la cible de 60 minutes d'activité physique par jour. De plus, 6 millions seront consacrés à l'organisation de sorties éducatives en classe nature ou en classe découverte pour les élèves du primaire. Les écoles auront les moyens d'offrir des activités qui vont favoriser l'apprentissage par la nature, par l'expérimentation, par la découverte. Mon plus grand souhait est de retrouver des jeunes motivés, heureux, et cette initiative me tient particulièrement à cœur. Dans la même lignée, le programme provincial de plein air en milieu scolaire sera aussi soutenu à la hauteur de 500 000 $. Ainsi, les milieux seront mieux outillés pour concevoir et offrir aux jeunes des activités de plein air de qualité et sécuritaires. Finalement, un financement majeur des infrastructures sportives et récréatives scolaires est prévu. Parce qu'on le sait, quand on donne accès à la population à des infrastructures de qualité, les gens sont au rendez-vous et prennent plaisir à les utiliser. Donc, nos jeunes vont pouvoir en profiter. À ces mesures porteuses d'espoir, j'ajoute aussi qu'on continue le travail quant aux activités parascolaires. Nous l'avons répété souvent, on croit très fort aux bienfaits de ces activités pour le bien-être et la santé, tant physique que mentale des élèves. Et ça aussi, tout au long des consultations qu'on a eues particulièrement avec les élèves du secondaire, ils nous ont mentionné à plusieurs reprises à quel point les activités parascolaires leur ont manqué tout au long de l'année parce qu'on le sait, avec les mesures sanitaires, mais l'organisation a été plus difficile. Alors, je vous assure qu'elles reprendront tous leurs droits dès que la situation sanitaire va le permettre et que le financement est aussi au rendez-vous. Avec la mise en place de toutes ces mesures, je crois qu'on va placer la santé et le bien-être de nos élèves à l'avant-plan. Non seulement on met en place des conditions pour que les élèves puissent bouger à l'école, mais on leur donne aussi des outils pour rester actifs toute leur vie. Je suis certaine que celles et ceux qui intègrent le réflexe de bouger et de sortir dehors dans leur quotidien dès un jeune âge risquent de conserver ces bonnes habitudes toute leur vie. Je suis convaincue que ces initiatives vont avoir un impact positif sur le bien-être, la qualité de vie, la réussite et évidemment la motivation de nos élèves. Alors, je vous remercie. Maintenant, assez parlé du Québec en entier, parlons de la Matapédia. Voici InfoRéseau qui vous présente ce qui se passe chez nous et suivi d'initiatives matapédiennes pour encourager le transport actif. Ça se passe à l'école primaire de la Côte-Saumon et dans nos bibliothèques. Voici InfoRéseau de ce vendredi 7 mai. Nomination de M. Simon Pronovo à titre de directeur général de la coopérative de solidarité, la Société d'exploitation des ressources de la vallée. Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en technologie forestière du Cégep de Rimouski, M. Pronovo a été directeur général du groupement coopératif agroforestier de la Restigouche de 2019 à 2021. Entre 2004 et 2019, il a occupé différentes fonctions au sein de la Société d'exploitation des ressources de la vallée. C'est d'abord à titre de technicien forestier qu'il a débuté sa carrière à la Serve pour devenir responsable des opérations forestières jusqu'à occuper les fonctions de chargé de projet pour l'implantation de la filiale acéricole.
Le conseil d'administration est très heureux de l'accueillir. Votre trousse d'urgence en situation de sinistre est-elle prête? La MRC de la Matapédia profite de la semaine de la sécurité civile qui se déroule du 2 au 8 mai pour vous proposer des outils visant à sensibiliser la population sur la nécessité de bien se préparer à des situations potentielles de sinistre. Vous courez même la chance de gagner une trousse d'urgence. Tous les détails sur le site internet de la MRC de la Matapédia. Les résidents de la Seigneurie Montois ont fabriqué des cabanes d'oiseaux qui seront exposées au Parc La Pointe au coin des aînés de Cozapscal. À surveiller. Noir Métal de Sébastien Chabot, natif de Sainte-Florence, est maintenant disponible en librairie. Ce roman est dédié à un homme d'exception qui l'a aidé à devenir la personne qu'il est. Il s'agit de Nestor Turcotte, qui a écrit 2 livres, Les rapaillages d'un jardinier de la Gaspésie et Monsieur Nestor, son autobiographie. Plusieurs mouvements de conservation de la nature Canada et l'entreprise Miel et compagnie suggèrent aux propriétaires de terrain de ne pas couper l'herbe durant le mois de mai, et ce, afin de donner une chance aux insectes pollinisateurs. Nous aurons une entrevue avec Nicolas Bélanger de Miel Vallée Fleurie à Saint-Alexandre-des-Lacs à ce sujet la semaine prochaine. Le comité d'accueil des nouveaux arrivants invite toute la population de la Matapédia à son activité virtuelle thématique pêche. Ateliers sur les réglementations en vigueur, trucs et conseils où et quoi pêcher dans la région, jeux quiz pour s'amuser un peu, c'est le temps de rencontrer des mordus de la pêche amateurs ou plus expérimentés et de discuter avec des nouveaux arrivants. Prix de présence. Inscription avant le 10 mai via Place aux jeunes de la Matapédia sur Facebook. Jardin communautaire à Saint-Moïse, il est temps de vous inscrire pour les bacs de jardinage. Contactez Coulombe Harvey ou Mathieu Morin. Du 2 au 12 mai, encouragez votre entourage à bouger et participer au concours photo des bougeottes. Pour ce faire, il vous suffit de bouger, vous prendre en photo en action, publier votre photo en ligne sur le site de la JNSAP au www.jnsap.com sous l'onglet Inscription. Vous pourriez remporter l'un des fabuleux prix suivants. Un des 2 laissez-passer familiales pour le parc de sentiers aériens de la forêt Maître Corbeau du domaine Valga, une des 2 cartes cadeaux de 100 $ pour le parc côtier Kiskoutuk, un laissez-passer familial pour la descente de la rivière Matapédia 8 km à nature aventure, un laissez-passer familial pour une randonnée en canot-kayak de 3 heures à zone aventure, un laissez-passer pour 2 personnes pour une sortie de kayak d'une demi-journée avec Coop Kayak des Îles, un forfait d'initiation à l'escalade Harry Block pour 2 personnes, une carte cadeau de 100 $ pour le Parc national du Bic, une carte cadeau de 100 $ pour le Parc national du lac Témiscouata. Le tirage aura lieu le jeudi 13 mai 2021 et les gagnants seront annoncés sur le site de JNSAP et sur la page Facebook de l'URLS du Bas-Saint-Laurent. Connaissez-vous Recrutement Matapédia sur Facebook? Plusieurs offres d'emploi à combler. Les étudiantes et étudiants sont en demande.